Bienvenue à un nouvel épisode de Mirego Dev Talks, un podcast conçu par l'équipe de Mirego pour la communauté de développement. Dans chaque épisode, nos invités discutent d'une expertise, d'une technologie ou d'un enjeu lié au développement de produits numériques en compagnie de Rémi Prévost, directeur développement logiciel chez Mirego. Cette semaine à Mirego Dev Talks, on fait une petite incursion dans une autre expertise chez Mirego, la gestion de projets agiles. On discute de la philosophie agile, des différentes méthodologies qu'on utilise pour l'appliquer concrètement dans nos projets et des liens forts que ça a avec nos principes et processus de développement logiciel. Je reçois Olivier Cartier, directeur agilité et gestion de projet, ainsi que Guillaume Bourassa, développeur spécialiste Android, pour nous parler de tout ça. Je vous souhaite donc une bonne écoute. On a adopté la méthodologie agile depuis très longtemps chez Mirego pour nous aider à bâtir et à livrer des produits numériques de la meilleure manière possible. On accorde autant d'importance et de care à comment est bâti un produit numérique, donc son code, que comment on le bâtit en tant qu'équipe. C'est ce qu'on va parler aujourd'hui, comment on met en action la méthodologie agile chez Mirego, comment ça se conjugue avec le développement logiciel, quand on est une grosse partie, et ce que ça implique pour notre équipe. Je reçois aujourd'hui 2 personnes de l'équipe de Mirego qui care beaucoup à propos de tout ça. Guillaume Bourassa, développeur mobile spécialiste Android, et Olivier Cartier, directeur agilité et gestion de projet. Bonjour, messieurs. Bonjour. Rémi. Donc, petite introduction, si on se prend un petit peu de recul avant de jumper dans le sujet, c'est quoi l'agilité? C'est quand même un mot assez large. C'est quoi l'agilité? C'est quoi Scrum? Bon, c'est quoi un peu tout ça? Ouais, en introduction, je pense que c'est important de démêler un peu les deux, puisque souvent on utilise les termes, je pense, de façon interchangeable. Puis c'est pour se rappeler l'agilité ou du moins le mouvement agile. C'est un mouvement qui a été étudié au début des années 2000. Une gang de développeurs qui voulaient un peu reprendre le contrôle sur la façon dont les logiciels étaient développés. Puis ça reste, en même temps, c'est un parapluie dans le fond. C'est un terme qui englobe beaucoup de pratiques et de différentes méthodologies, dont XP, Extreme Programming, Lean, Kanban, différentes pratiques. Puis finalement Scrum, là, qui est un de ces cadres de travail-là, de ces frameworks-là, qui est le plus utilisé dans l'industrie, puis aussi chez Mirego, qu'on a historiquement le plus utilisé. Fait que c'est comme le vocabulaire commun, je pense, le plus répandu. Puis en ce moment, ça se répand dans des industries à l'extérieur du développement logiciel. Fait qu'on confond un petit peu les deux, mais je pense qu'il faut faire la différence entre la philosophie qui englobe ça, puis un des cadres de travail qui est le plus populaire, mais qui est quand même une façon parmi tant d'autres de faire du développement. Probablement que ça aide pas. En fait, le mot agile, nous, on est agile, n'importe qui peut clamer ça, parce que ça reste un adjectif. Là. Nous, on aime ça être agile, puis c'est facile à galvauder comme terme, parce que c'est tellement juste, c'est positif. On est agile, on bouge. Puis tout le monde peut googler le manifeste. Ouais, ce fameux 4 statements, là, c'est très vague, libre interprétation. Il n'y a pas grand-chose de précis puis de mesurable là-dedans. Moi, souvent, j'aime dire, en effet, comme tu dis, c'est du gros bon sens qu'on peut appliquer à beaucoup de sphères de la vie. Là. Dès qu'il y a des êtres humains qui interagissent, c'est des choses qui font bien du sens après. Okay. Puis, bon, fait attention, on fait un petit résumé. Nous, on utilise Scrum. C'est quoi Scrum chez Mirego? Scrum chez Mirego, c'est un point de départ, puis c'est la méthodologie qu'on a adoptée. Je pense que ça fait déjà 5-6 ans là, qu'on a formé notre équipe à l'interne, puis on a commencé à adapter ce jargon-là. Je pense que pour simplifier ça, c'est quoi Scrum? Si je peux le simplifier, là, ça reste, comme je disais, un cadre de travail. C'est les rôles, fait que les fameux rôles qu'on entend souvent, le Scrum Master, le Product Owner, le développeur ou les membres de l'équipe de réalisation. Chez Mirego, on a des spécialistes QA, on peut avoir des stratèges, des designers qui font partie aussi de cette équipe-là. Puis le fameux concept de sprint qui a aussi été adopté dans d'autres cadres. Là. Maintenant, il y a Google qui a l'approche de design sprint, puis d'appeler ça aussi dans les méthodes de conception. Et finalement, c'est de travailler autour d'une itération. Puis finalement, la somme de toutes les activités aussi qu'on organise autour de cette itération-là, le fameux sprint planning, la rétrospective, la review et les daily, mais les quotidiennes. Fait qu'en gros, c'est un cadre de travail, c'est des rôles, des activités, puis le principe de sprint qu'on utilise comme un point de départ. Puis je pense que ça ne devrait pas être beaucoup plus compliqué que ça à la base. Mais ça reste à la base à un genre de processus qu'on suit. C'est comme des genres de guidelines qui adhèrent à des principes un peu plus high level, haut niveau, là, mais... Oui, c'est un processus dans le temps que chacune des activités a des acteurs, a des inputs, des outputs, puis on veut toujours livrer évidemment un logiciel dans les mains de nos clients. C'est toujours ça l'objet. Okay. Moi, ce que je trouve cool là-dedans, c'est que les principes, justement, au niveau, je l'ai lu hier, justement, le manifeste agile, je trouvais ça c'était un bon petit... ça m'a fait chaud la mémoire. Et je trouve ça cool que ça fit un peu avec la philosophie qu'on a aussi dans l'équipe de dev chez Mirego. On s'entend sur des principes un peu high level.
la qualité, on veut, on fait des tests unitaires pour des raisons X. En fait, on part avec des principes, et après ça, on les transpose en comment on les implémente. C'est un peu ça, les principes agiles, c'est des principes très haut niveau, mais après ça, comment on les implémente, c'est un peu si on décide que cette cérémonie-là ou cette activité-là qu'on fait dans le cadre de Scrum, on sait pourquoi on la fait. On ne fait pas juste la suivre parce qu'on se l'est fait dire. Il y a une raison pour qu'on fait cette activité. C'est intéressant que tu amènes ça, parce qu'on en parlait un peu avec Guillaume avant la rencontre. Puis un des premiers frameworks, ou du moins des outils un peu plus précis qui a été développé dans l'agilité, c'est toutes les pratiques d'extreme programming. Puis la notion de réfléchir à ton test avant d'écrire ton code, d'amener le client au sein de l'équipe, de plus axer sur les conventions de naming dans ton code, que ton code parle, qu'il y a de la documentation, tu n'as pas besoin d'écrire la documentation à part. Mais ça découle toutes des pratiques d'extreme programming qui étaient un peu la façon d'exécuter l'agilité au début, puis Scrum s'inspire de ça, puis nos méthodes de travail, les peer review, notre façon un peu de travailler, est issue beaucoup de ça. C'est exact. Il ne faut pas que les développeurs voient Agile comme étant juste un processus de travail, de management. C'est une philosophie qui vient vraiment impacter en fait notre day-to-day de comment on travaille pour livrer en fait du logiciel de meilleure qualité possible. C'est ça, comme tu disais, ça vient impacter comment est-ce qu'on voit comment on développe, comment on essaie d'avoir une boucle de développement rapide en fait pour cadrer avec la philosophie agile finalement. Ouais, le but c'est ça, là, c'est d'essayer de planifier juste à temps finalement. Si on veut le word un peu dans notre day-to-day, c'est quand on définit, Pas trop prévoir d'avance, être capable de t'adapter, un peu réagir aux changements. Puis surtout, c'est utiliser ton gros bon sens, puis comme tu l'as dit, réduire le plus possible la feedback loop, là, dans le fond, avec ton utilisateur. Finalement, on veut mettre la feature ou la solution dans les mains de l'utilisateur le plus rapidement possible pour recueillir du feedback et réagir. Ça, puis si tu veux que ce soit rapide au niveau de ce que tu dis à ton client, il faut que ce soit rapide dans toutes les étapes du développement. On a beau dire, ouais, le client, on va livrer cette feature-là, puis on itérera après, mais si l'équipe de dev est tellement pas bien setupée pour le faire, si ça prend 6 mois à le développer, c'est pas d'avance. Fait que c'est pour ça que c'est important que cette philosophie-là de loop rapide soit à tous les niveaux. OK. Parce que tantôt, tu parles de extreme programming, puis tous les points que tu listais dans ma tête, c'était un peu comme le contraire de tout ce qui est waterfall, de tout ce qui est OK, on va prévoir un gros cahier de charges de projet, puis voici le projet. Dans 1 mois, on va être rendu là. Dans 6 mois, on va être rendu à développer cette feature-là, de tout va bien aller, puis suivons le plan, puis c'est un peu une contrebalance. C'est contre-intuitif. Puis c'est là, je pense qu'il faut comme être flexible puis adapter aussi le cadre de Scrum. Puis c'est même moi, dans mon expérience, à faire plus de logiciel à l'interne, je viens un peu de cette école-là de dire, de la charge de projet, du gestionnaire de projet, on n'a comme pas vraiment besoin de ça. On va prendre la décision en interne, on va se gérer nous autres mêmes, on va prendre des décisions éclairées. Mais la réalité, c'est que, nous, on est une compagnie de service, on livre des solutions à nos clients, puis là, les clients, ils ont plein de réalités. Des fois, ils peuvent fonctionner avec des systèmes plus proches du waterfall, qui ont un rythme, une loop beaucoup plus longue que la nôtre. Fait qu'après ça, notre travail, c'est beaucoup un peu de vulgariser ça, je pense, trouver un vocabulaire commun entre les deux, puis on essaie beaucoup d'avoir une approche axée sur le produit. Si on veut amener de la valeur au produit puis faire évoluer le produit, mais il y a des projets aussi qui se conjuguent à ça, fait qu'il faut un peu faire la part des choses. Puis je dirais que c'est ça un peu le principal défi de mon équipe, là, de garder une expertise plus axée sur Scrum, un peu le rôle de Scrum Master qu'on a toujours incarné, coacher l'équipe, supporter l'amélioration continue, mais aussi faire des suivis plus classiques, faire remonter l'information à l'organisation puis aux clients. On a quand même besoin de ça. Ça peut pas ne pas exister. Dans notre contexte à nous, c'est on essaie de le simplifier le plus possible, mais il y a quelqu'un qui doit quand même s'en occuper. Il ne faut pas qu'on voit Scrum comme une contrainte. Dire c'est comme ça qu'il faut travailler absolument. Ça serait anti-agile en soi de le voir demain. C'est important qu'on puisse adapter en fait notre façon de travailler avec qui on travaille, avec les intervenants qu'on doit dealer avec. OK. À part ça, le côté, feedback loop qui est plus court. Parce que là, c'est intéressant, tu parles on livre des produits pour nos clients, mais ultimement, les gens qui utilisent le produit, c'est les utilisateurs et utilisatrices du produit. Fait qu'il y a ça aussi un peu cette dualité-là on bâtit un produit pour une entité qui est, nous, le client de Mirego, mais ultimement, on veut avoir le feedback loop avec cette entité-là, mais avec les users du produit aussi. On veut le valider. Puis encore une fois, on en discute un peu avec Guillaume. C'est notre expérience, c'est rare que tu arrives, tu peux tout prévoir à l'avance, autant au niveau de la complexité du travail que le résultat escompté. Là. On a toujours des surprises, puis c'est un petit peu ça, le défi, c'est d'accompagner le client quand il fixe ses objectifs,
puis de les respecter un peu aussi, les demandes, mais après ça, de dire, regarde, on va te donner les outils pour le tester le plus rapidement possible, ton hypothèse. Puis si on a fait une erreur ou on doit corriger le tir, qu'on puisse le faire de façon rapide, sans que ça soit trop coûteuse pour personne. C'est un bon point aussi que la feedback loop, il faut que ça soit rapide, comme je disais, au niveau du développement, au niveau de la gestion de projet, mais aussi au niveau de la livraison en prod. Il faut que le jour où on se dise, hey, on voudrait faire cette feature-là, il faut qu'à partir de là, que tout soit mis en place pour que le end-user l'ait dans les mains le plus vite possible en fait. Et non juste le client. Et donc, le client dit, on se fait des high-five, on a livré ça au client, ça va être dans 6 mois en prod. C'est pas d'avance, c'est ça. Puis comme tu dis, il faut aussi des mécanismes pour valider que ce qu'on a fait est bon aussi. Est-ce que, tu sais... Et puis souvent, je vais aller un peu plus loin que ça, un peu controversé. C'est pas fini quand tu l'as mis dans les mains du QA aussi dans l'équipe. C'est vraiment devant tambour. Il faut s'assurer de l'amener. Puis c'est ça l'objectif, c'est d'amener ça dans les mains du client le plus rapidement possible. OK. C'est là peut-être qu'on veut parler un peu des limites, là, des difficultés que tu peux avoir. Là. Tu parlais un peu de... On parle du bon. Là. Ben oui, mais des fois, les obstacles par rapport à ça, le sprint, ou je sais que des fois, on a bien des défis à fixer cette longueur-là de sprint. On a de la misère à finir, d'avoir comme... dans le fond, un produit ou le code qui est toujours prêt à la limite à être livré. Que nos masters soient toujours prêts à être livrés au client à tout moment. Bien souvent, on a de la misère. On a de la misère à dire à isoler ça ou faire le breakdown des tâches pour que ça soit comme assez petit puis qu'on puisse le terminer à l'intérieur d'une tâche. En fait, ironiquement, je pense que c'est la notion même de sprint qui fait en sorte que ça arrive, ça, parce que vu qu'on fonctionne en sprint et en engagement de sprint, on se dit, bon, entre maintenant, puis quand le sprint va être terminé, entre les deux, ce qui se passe, pas très grave, puis ça peut être dans un état un peu bancal. Puis comme on se rend jamais vraiment bien tout le temps à la fin, ça fait en sorte qu'on reste dans cet état-là où ça marche pas bien. Tandis que si on voyait le développement encore plus itératif, rapide, pour qu'à tout moment, on puisse être prêt à livrer en prod. Et pour ça, je pense qu'il faut se décoller un peu de la notion de on en reste une de 2 semaines. Dans 2 semaines, ça sera fini. Que ce soit tout le temps en train d'être fini, si je peux me permettre l'expression. Ah, puis c'est un bon point parce que, le sprint, beaucoup, l'agilité parle beaucoup du principe d'itération. On veut avoir une fréquence de livraison, puis on veut qu'idéalement, ça soit le plus stable et prédictible possible. Mais en effet, il y a comme, tu peux avoir un client qui a un cycle de release annuel ou biannuel, pour une raison ou une autre, qui livre son software à tous les 6 mois. Nous, on peut décider de lui livrer, des features pour validation à tous les 2 mois, puis à toutes les 2 semaines ou à chaque mois. Mais c'est clair qu'à l'interne, la vraie feedback, c'est quasiment à chaque jour. On devrait s'assurer que les tâches avancent à chaque jour, qu'on a comme terminé les choses, puis qu'à tout moment, on soit confortable de renvoyer, de corriger des fixes en production, d'avoir un autre fixe, puis d'avoir ce fameux confort-là, puis de pas de se dire, là, OK, d'avoir on va-tu merger telle branche, on va-tu repartir de tel snapshot, puis de jouer avec des manipulations de code un peu cowboy, là. Je pense qu'il y a une certaine sécurité à aller le plus incrémental puis le plus petit possible, mais sans que ça devienne non plus un obstacle. Tu as l'impression de... Parce que moi, c'est toujours un peu l'enjeu que j'ai vécu avec les développeurs, là. C'est comment on peut plus le découper, cette feature-là. C'est pas possible de le découper. Maintenant, quelque part dans ce sprint-là, la branche principale, elle sera pas chivable, elle va être broken parce qu'il y a trop d'affaires qui dépendent pour tout faire arriver. Toujours un moment. Où est-ce que tu t'arrêtes justement à réfléchir à comment... Ça c'est un idéal. Faut tendre vers ça, mais on sait très bien que dans la vraie vie, ça n'arrive pas. Mais déjà de se dire, essayons de faire ça, c'est un bon début, en fait. Ouais. Autre chose, autre limite, j'ai aussi encore un peu me plaindre sur le fameux engagement de sprint. Ouais. Parce que la plainte formelle, officielle à Scrum, là, que l'engagement de sprint, l'équipe dit, bon, ben dans ces 2 semaines-là, on va livrer telle chose. Part sur le principe qu'on a estimé correctement ces tâches-là, ce qui est, par expérience, très rarement le cas. Fait que, encore une fois, les chances que le sprint se conclue comme on l'a prévu sont assez minces. En fait, que l'engagement soit respecté. C'est ça, d'un bord ou de l'autre. L'engage sur X, ben là, le sprint, techniquement, au Scrum devrait nous faire dire que non, maintenant, something can go wrong, puis il faut ça. C'est ça. Ou ça se peut qu'on s'engage à X, mais qu'on livre X-1 ou on peut livrer X+1 aussi, c'est ça l'affaire. Fait que rendu là, à quoi bon s'engager? Ce n'est que pour se mettre une fausse... à quoi bon s'engager? À quoi bon s'engager? Puis c'est clair, puis c'est intéressant ça, parce que Scrum aussi a évolué. Là, Scrum a fait aussi des faux pas, puis était peut-être un peu rigide à l'époque par rapport à ça, parce que c'est clair que c'est contre-intuitif de dire on va préserver le sprint, il ne faut pas qu'il soit changeable. S'il y a un changement de plan, on va parce qu'il y avait même des termes au début dans le guide qu'on annulait, on cancellait un sprint. Et non, on va modifier. Ouais, on veut juste l'enlever. De succès et de fail d'un sprint. Puis on avait beaucoup cette discussion-là, Guillaume, dans le volet, c'est comme, c'est pas motivant. Échouer un sprint, c'est constructif. Puis souvent, ben,
des fois, c'est une mauvaise compréhension du fameux objectif de sprint ou de l'engagement. On ne devrait pas s'engager ou se rallier à une liste de tâches très précises. C'est plus un objectif ou quelque chose que tu veux accomplir ou du moins tu veux faire évoluer ton produit. Puis c'est un peu ce que les nouvelles moutures du Guide Scrum sont plus orientées comme ça. C'est que tant que tu peux atteindre ton objectif de sprint puis où tu voulais aller avec ton produit à la fin de 2 semaines est toujours valide et atteignable et aménager le comment ça se passe, les tasks en elles-mêmes. Après ça, il faut juste s'assurer que ce soit une discussion honnête et franche avec le client puis le product owner, parce que des fois, c'est là que le chargé de projet puis le gestionnaire de projet doit un peu intervenir. C'est que des fois, oui, on a des ententes contractuelles, on s'est à livrer certaines choses aux clients. Fait que s'il y a de l'imprévu, puis c'est ça, moi, je trouve aussi la valeur par rapport à l'itération. Moi, c'est pour ça, pas de tout jeter, pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est que de quand même d'avoir de réfléchir puis de détailler le travail, petite itération à la fois, ça nous permet, en tout cas moi, de dire au client, là, on a un imprévu. Là. Aujourd'hui, on attaque quelque chose qui prend nettement plus de temps qu'on le pensait, puis d'avoir cette discussion-là avant ou en débutant le travail plutôt qu'après, c'est souvent là qu'on est plus orienté sur les solutions que d'essayer de trouver des coupables. C'est ça, puis probablement que historiquement chez Mirego, on peut en parler un peu plus tard, historiquement chez Mirego, les projets où l'équipe et le client, la cliente, l'équipe du client était sur la même longueur d'onde par rapport à ça, là, par rapport à qui, oui, on livre des choses, on livre de la valeur. Puis là, c'est-tu des points, c'est-tu des heures, c'est-tu une fois qu'on s'entend là-dessus, j'ai l'impression que c'est les projets qui ont été le plus smooth en termes de satisfaction de tout le monde. Oui, puis là, tu viens d'amener les fameux points. Oui, les points. Les points. C'est ce qu'on en Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je sais pas, Guillaume, c'est quoi? Si tu vas en parler, ton opinion des... Ah ouais, tu peux expliquer un peu le concept. Ouais, les story points, puis ça, c'est un autre point, là. By the way, je pense pas qu'il y a aucune version du guide Scrum qui a mentionné en tant que tel la technique de story points. OK. Les story points, en gros, c'est une référence ou une échelle de valeur qui n'a pas d'unité de mesure. Là. C'est juste des chiffres. C'est une échelle relative de valeur qu'on utilise souvent dans la suite de Fibonacci, qui est la plus populaire. Puis, il y a une activité parmi tant d'autres là, qui est le poker planning. On vote, on essaie de quantifier ou on vote en équipe. C'est quoi l'effort nécessaire pour amener une feature à complétion? Puis d'avoir une espèce de consensus aussi, d'avoir une compréhension commune de la story. C'est souvent ça qu'on oublie. Là, derrière le user story, c'est comme la conversation qui doit avoir la compréhension commune. Puis moi, souvent, c'est l'outil que j'aimais du story point. C'est que tu demandes à quelqu'un, l'équipe à voter en quelques minutes, tu vois tout de suite, ils sont sur la même longueur d'onde, ils sont désalignés. Fait que moi, c'est comme 2, 1, 5. Tout le monde n'est pas celle qui est wrong. Tout le monde, vraiment, est right sur les assumptions qu'ils ont faites. L'assumption de 5, l'assumption de 2 est probablement pas la même. Exact. Fait que c'est un outil utilisé par l'équipe pour rapidement, sans trop de temps, essayer de quantifier un peu le travail qu'il fait. L'erreur qu'on a faite, puis moi, où j'allais avec ça, c'est que Scrum ne prédit pas ça, puis il dit pas que c'est cette façon-là. Scrum est très, très vague sur la façon d'estimer. Il dit que l'équipe doit être capable d'expliquer au product owner puis au client pourquoi il est confiant, puis c'est quoi sa stratégie pour amener mettons, le sprint. Ou l'engagement équilibré. Exactement. C'est plus grand, plus petit. Après ça, comment tu le fais en points, en heures, comme tu le veux, c'est ta façon d'expliquer puis de justifier. L'erreur qu'on a faite, puis je pense pas juste chez Mirego, là, honnêtement, partout dans l'industrie, c'est d'essayer de traduire ce point-là au client, de le traduire en heures exactement. Puis je pense qu'on s'est un peu perdu là-dedans, puis honnêtement, des fois, c'est rendu un peu un running gag, là. On break down plus les items. Quand on est dans l'intérieur d'un sprint, tout tourne autour d'un 2 ou d'un 3. Ah oui, c'est intéressant. On break down pour ramener à un point commun qui est, ouais, ça, c'est un chiffre qu'on aime. On sait pas trop gros, trop petit. Faisons tout fit. C'est ça le paradoxe des points, c'est que tout le monde dit qu'il ne faut pas que le voir comme des heures. Ça a l'air d'être une bonne idée. Mais au final, on sert de cette unité-là non définie pour dire qu'est-ce qui rentre dans un sprint qui est une unité de temps. Ben oui. Fait que si tu dis il rentre 20 points dans mon sprint qui est tant d'heures, ça veut dire qu'un sprint, un point vaut des heures. Formule mathématique assez simple. C'est un acte de foi, là, ça fait que. Puis encore aujourd'hui, puis ça fait longtemps que je fais ça, là, je rentre dans des meetings, puis il y a un développeur qui va expliquer au développeur, c'est facile, là, ça va prendre un jour de travail, une personne, fait que tu sais, les oreilles, ça, on a connu un point, ça c'est un point le jour, c'est quand même nice. Exact. Fait que finalement, on est juste revenu à la situation en temps. Exact. Parce que ce qui est aussi bon à mon avis, là, ce qui est aussi voilà, tu sais pas trop comment ça va se passer les choses. Ben, tu sais, là, on peut parler justement, tu sais, Mirego, comment on se positionne dans tout ça. Là, on vient de parler un peu justement de nos apprentissages. Et, en fait, la flexibilité de ça, là, c'est, comme tu dis, au kart, on n'est pas
on travaille pas de la même manière aujourd'hui que là 5 ans. Là. Puis même, je dirais que d'un projet à l'autre, des fois d'une initiative à l'autre, on ne travaille pas exactement de la même façon. Puis on essaye de garder cette flexibilité-là d'un projet à l'autre pour que tout le monde puisse un peu explorer la méthode qui leur convient, mais en continuant à essayer de faire évoluer nos pratiques, là, de faire sortir ce qui fonctionne bien et ce qui fonctionne moins bien. Mais c'est aussi autre parallèle à faire avec le dev, le développement logiciel. C'est pas tous les projets qui sont pareils. Je pense qu'on s'entend tous et toutes sur les principes, ce qui devrait être fait, un peu on n'a pas un manifesto, mais on a des genres de principes auxquels on va adhérer. Puis après ça, chacun les décline, chaque équipe les décline comme si ça a plus de sens dans le contexte. Fait il faut sur quoi qu'on est flexible, mettons, dans ce processus-là? Ben, moi, puis un peu comme je l'ai expérimenté, je pense que, comme je l'exprimais un peu au début, là, Scrum, c'est une façon parmi tant d'autres. Puis, honnêtement, ça fait tellement longtemps que Scrum roule, puis c'est tellement rendu répandu, puis en plus, c'est rendu mainstream. Oui. Le milieu bancaire va même aller. Et si on en parle aujourd'hui, ils savent de quoi on parle. Ouais, ils connaissent le terme. Vraiment, les choses, en fait. C'est comme dans mon équipe. Ah non, nous autres, peut-être un petit peu. C'est ça, le danger, c'est que tout le monde, je pense, a un peu son implémentation, sa sauce, chaque réalité est un peu différente. Fait que finalement, est-ce qu'on reste figé dans le temps, est-ce qu'on se permet d'évoluer avec ça? Je suis pas certain. Là. Probablement qu'on est déjà en train les compagnies qui ont l'expérience en agilité, sont probablement en train de définir les nouveaux processus et les façons de faire aussi de demain. Là. Fait que c'est un peu ce qu'on se dit. Nous, on fait ça depuis longtemps. On a expérimenté beaucoup de choses qui marchent, qui fonctionnent et qui fonctionnent moins bien. Fait que c'est un peu ce qu'on se dit. On essaie de ne pas trop être rigide par rapport à notre adoption ou implémentation d'un processus ou d'un framework. On prend ce qui marche, puis on laisse de côté ce qui fonctionne un peu moins. Puis souvent, au début, ça peut être par rapport, comme je le disais, l'approche. Est-ce que c'est plus une approche où on fait des suivis de projet versus le produit? Essayer aussi de s'arrimer bien avec l'équipe du client, du moins de ma perspective. Est-ce que le client, lui aussi, a des gestionnaires de projet? Est-ce qu'il y a des équipes de son côté? Est-ce qu'il s'y connaît en agilité? Est-ce qu'il comprend un peu la philosophie derrière ça? Même chose pour la gestion de produits. Est-ce que lui, il y a des gestionnaires de produits? Puis est-ce qu'il y a une équipe qui fait évoluer le produit de son côté? C'est de trouver, est-ce que c'est nécessaire d'avoir un chargé de projet, un coach d'équipe, Scrum Master, un PO, avoir seulement un PO parce que l'approche est plus produit, puis c'est de ce côté-là que le client a besoin d'aide. On essaie d'être flexible, justement, de s'adapter plus aux besoins du client. On n'est pas le choix, en fait, d'être flexible parce qu'on travaille avec plein de clients. Sinon, on ne pourrait pas enforcer notre ligne de passé. Même l'équipe de développement aussi, elle passe un mot à dire là-dessus. Il ne faut pas le voir comme le Scrum Master impose un processus et avec le client. L'équipe, in the end, c'est eux autres qui travaillent avec ce processus-là. Fait que c'est important que l'équipe mette en doute les choses quand ils trouvent que c'est pertinent, puis ils continuent à faire évoluer la façon qu'on travaille, en fait. Il ne faut pas voir le processus comme quelque chose d'imposé. Puis s'impliquer aussi, j'ai envie de dire, dans les solutions puis les décisions qui sont prises. Puis encore là, on parle de la fameuse rétrospective. Puis on aime beaucoup ça, ventiler, un peu se plaindre de ce qui ne fonctionne pas. Mais le propre de ça, puis ça, il faut souvent toujours le rappeler, c'est de remettre en question ce qu'on contrôle, c'est sur quoi on peut agir. On est obligé de continuer avec ce qui est. C'est ça, tout ça change là. Il y a moyen, nous, j'imagine, de réaménager la façon dont on travaille pour que les pain points soient un peu moins douloureux. Il y a beaucoup d'essais-erreurs là-dedans aussi. Telle affaire, on n'est pas sûr que ça marche, on va essayer autre chose, on va l'essayer un bout. Ça marche pas finalement, on va revenir comme on était avant ou on va continuer à changer ça. Il ne faut pas assumer qu'une chose ne marchera pas. Je pense qu'il faut essayer des choses. Et puis, on a quand même cette chance-là aussi, dans Mirego, d'avoir beaucoup de projets en parallèle dans plein de contenus différents. Fait que, puis aussi, je pense qu'on est capable aussi de s'appuyer sur des données, là, sur des métriques de OK, non, c'est pas juste dans mon projet que je peux avoir des learnings. Je peux avoir des learnings des autres projets à côté, puis les intégrer dans le lien. Fait qu'on a cette réalité-là, elle est fun pour nous. Là. Ouais. Sur les petits projets en général, souvent, les petites équipes, c'est plus facile, je pense, d'être flexible avec une petite équipe que d'être une équipe de 400 développeurs sur le même truc, parce que là, les choses bougent moins vite, là, mais on a l'avantage de pouvoir bouger vite, d'essayer des affaires. Puis même dans nos grosses équipes qui ne sont pas 400 développeurs, même dans ces grosses équipes-là, on dirait que, je me demande même s'il n'y a pas l'effet inverse, justement, on est beaucoup, on est tout, fait on peut se permettre d'essayer parce que le bateau a l'air gros, mais peut-être que l'impact ne sera pas si pire. En tout cas, vu qu'on peut peut-être plus en prendre des risques, essayer des choses, vu qu'on est plusieurs. Ou même, je pense souvent, il y a l'ampleur de l'engagement du client puis la grosseur de l'équipe aussi. Puis des fois, on va moins, là, ça revient un peu comme je l'ai dit, on va moins mesurer chacun des projets ou des initiatives. Est-ce que, on dépasse le budget? Est-ce qu'on a eu on va plus faire avancer un produit sur un plan annuel, qui peut être trimestriel. Bon, OK, on sait combien, les activités de développement coûtent. On fait avancer dans cette direction-là, puis on est plus en mode, on mesure, est-ce qu'on avance à la bonne vitesse? Est-ce qu'on avance à... Puis,
ça revient un petit peu aux pratiques, comme tu dis, basées sur l'historique et les pratiques d'estimation. Là. Nous, on essaie aussi de s'inspirer dans mon équipe de nouveaux courants et nouvelles façons de faire. Dans le fond, l'équipe d'agilité chargée de projet, historiquement, on était pas mal tous des Scrum Masters. Là. C'était ça notre rôle puis notre libellé. On a suivi une certification par Scrum Dog. On s'est tous certifiés pour bien comprendre le processus agile puis être des professional Scrum Masters. Puis on a poussé un peu plus loin aussi dans la dernière année là, avec une nouvelle certification que Scrum Dog offre aussi, qui garde un peu tout le cadre de Scrum, puisque le vocabulaire, puis les gens comprennent bien, mais qui amène un peu des métriques plus basées sur l'historique, plus basées sur les processus Kanban. Là, fait, qui est inspiré aussi sur peut-être plus des équipes d'opération, des équipes de support, des équipes qui travaillent à long terme, ou du moins sur une timeline un peu plus stable et continuelle sur des issues, un peu comme on le disait. Là, quand notre breakdown devient un peu tout des deux, si on arrive à faire en sorte que les systèmes de travail soient à peu près faits tous égaux, ben, peut-être qu'on peut plus se baser sur l'historique, combien on a l'habitude de livrer de ces systèmes-là à l'intérieur d'un sprint plutôt que de toutes les quantifier, puis à la limite s'assurer juste que la cadence soit maintenue. On essaye aussi justement de se former, d'utiliser un peu plus ces métriques-là, puis d'utiliser aussi des outils là, qui nous permettent, sans le sentir, les équipes peuvent continuer de estimer leur travail comme ils le faisaient avec des jours de personnes ou des story points, mais nous, on amène d'autres valeurs, d'autres métriques pour nous aider à faire des projections, des estimations pour amener juste une autre dimension puis présenter ça à nos clients. Puis des clients justement plus gros, qui ont plus d'objectifs de business, bien des fois, c'est tout ce qu'ils ont besoin. Dis-moi, j'ai une nouvelle initiative-là, c'est quoi votre niveau de confiance de me livrer ça dans le prochain mois? Puis on n'est peut-être pas obligé de tout faire un backlog super détaillé puis de rentrer dans des heures de meeting, de raffinement puis d'estimation pour vraiment quantifier le travail. Juste, historiquement, on sait que d'habitude, ça prend tant de temps et que ça devrait en théorie prendre. Parce qu'on peut s'appuyer sur quelque chose. Mais c'est intéressant de justement toute cette philosophie de vouloir s'améliorer, puis comme on a dans l'équipe de dev, tout ça, c'est pour que l'équipe de Mirigo soit la plus satisfaite que le client. Puis ultimement, bâtir un produit qui est maintenant à long terme aussi, qui est efficace, qui n'est pas juste un produit garoché qu'on bâtit de manière agile. Ouais, c'est ça, je table, parce qu'il y a un truc que j'ai pas au début, mais même agile peut être vu aussi. Chez Mirigo, là, 15 ans, on avait une méthodologie qu'on s'est inventée, qui s'appelle la vraie méthode, qui était un acronyme VROE, puis c'était un peu ça, c'était du agile, j'ai pas pensé que c'était ça, mais au courant, c'était agile en mode très agile, qui tombait plus sur le spectre du chaos. Là. C'était on a thought process, on est agile. Ouais, c'est ça. Souvent, on parle que c'est comme un chaos organisé. Oui, mais là, c'était pas organisé. C'est ça. Faut trouver le juste milieu. Puis moi, je suis un peu d'accord avec ça. La créativité, puis la remise en question, on a besoin d'un peu de chaos dans tout ça. Fait qu'ils ont trouvé une limite entre les deux. Puis c'est là qu'on peut parler de qu'est-ce qui est justement collaboration, dev, charge de projet. Parce que je trouve ça cool, moi, que on n'a pas tant parlé, là, mais le côté ownership que ça amène aux devs, là, dans une équipe de dev, le processus agile devrait pas feeler comme une lourdeur, un processus qui m'est amené que je dois respecter. Là, j'imagine qu'il y a plein d'affaires qu'on peut mettre en action, genre pas des bonnes pratiques, mais des clés de collaboration entre équipe de dev et justement cette méthodologie-là, puis le côté charge de projet. Je pense que la base, c'est l'implication. En fait, c'est que justement, que tu veux que le monde ait de l'ownership, ce qui est important. Il faut que tout le monde soit impliqué dans le processus. T'es pas juste le Scrum Master gère le processus puis le dev il écrit du code. Il faut que c'est important que le dev soit impliqué dans toutes ces cérémonies-là, toutes ces façons de faire-là, que ce soit avec des relations avec le client potentiellement. Puis on dit souvent que le Scrum Master, on s'est souvent fait dire historiquement que le Scrum Master, il protégeait l'équipe du client, c'était le shield pour éviter que le client vienne déranger le sacro-saint sprint. Oui. Mais mais en réalité, c'est important, je pense, que le client vienne déranger les devs, que les devs soient impliqués avec le client, puis que tout le monde se parle, en fait, pour que les choses avancent rondement, parce que de vouloir shielder l'équipe, ça crée des silos, finalement. Et ça vient d'une bonne place de dire, OK, c'est vrai, faut pas, l'équipe est focus sur le sprint, mais à force de faire ce bouclier-là, ben, le bouclier s'élargit, puis OK, le client va toujours passer par la personne du Scrum Master pour rejoindre. Fait que là, c'est là que ça peut créer une genre de, pas bureaucratie, mais une lourdeur de, finalement, il y en a un process, puis là, l'ownership de l'équipe diminue, elle est complètement shieldée. C'est exact, c'est ça. Le mot agile est philosophiquement rendu là. Ça revient encore un peu à un des préceptes de la philosophie agile, c'est qu'on veut plus axer sur une conversation avec notre client plutôt que de négocier des contrats ou des ententes. Fait que, à un moment donné, si on shield trop et on crée trop cet espace-là, ben la conversation, elle a
peut-être pas lieu. Ou du moins pas L'équipe est en mode je livre mon sprint. Ah, Sprint livré, je m'en suis engagé à livrer mon prochain sprint. Et voilà, ouais. Puis assurément, c'est sûr qu'il y a des problèmes du téléphone arabe. C'est sûr que plus tu te shield, plus le message passe moins bien, en fait, dans celui qui l'émet ou celui qui le reçoit. Mm-hmm. Il y a cet inconvénient-là aussi. Puis c'est sûr que ça va créer du pas de content des deux bords. Ouais, du bruit. Là. Puis l'exemple que je donnais, un peu, je l'illustrais un peu comme drastiquement en blanc-noir, mais si par exemple, moi, en tant que le chargé de projet sur ton projet, Guillaume, je t'invite à une rencontre client, puis pendant 1 heure, on jase de choses qui ne te concernent pas, puis là, c'est terminé. Là, j'ai perdu son engagement, puis je t'ai fait perdre ton temps. Mais si je t'invite, puis je te donne un petit 15 minutes pour parler à un interlocuteur technique du côté du client, puis que tu me permets de régler quelque chose en 15 minutes qui pourrait probablement traîner pendant 1 semaine, bien là, c'est clair que les développeurs et l'équipe de réalisation voient la valeur. Fait que je pense que c'est comme d'impliquer les devs autant, comme tu dis, sur comment on fait, c'est quoi les activités, comment on fait notre processus, tout le monde a leur mot à dire, mais aussi trouver le juste milieu entre cette protection-là, c'est-à-dire, OK, oui, les développeurs focus sur faire les choses correctement puis sur la qualité, mais trouver un juste milieu aussi en implication, puis leur donner la vision nécessaire sur le projet ou le produit pour prendre des décisions éclairées durant le développement. Et on se sentait comme exécutant. Mais tu sais, dans tous ces gars où tu es dev, genre, pour pouvoir se sentir en mode juste j'écris du code, participer à une rencontre avec un client, avec quelqu'un de technique chez le client pour arriver à une solution, proposer des affaires, c'est livrer de la valeur pour le projet. Tu n'as écrit aucune ligne de code, mais tu as fait avancer le projet, ça a de la valeur. Ça se met pas dans un sprint, ça se met pas dans... Mais tu développes de l'ownership. C'est mon projet, je contribue, je me développe en ownership sur ce qu'on va livrer. Là. Ça, c'est très cool. Mais effectivement, impliquer le monde, je ne veux pas dire inviter tout le monde tout le temps à tous les meetings, parce que ça va finir par avoir des faits pervers que le monde ne voudra plus s'impliquer, en fait. Puis ça, on en parlait aussi, là, c'est un bout encore que je pense qu'on a encore du travail à faire et qu'on n'a pas tout à fait nailé, là, avec le contexte de la pandémie, puis du travail hybride, du travail à distance. Là, on en parlait aussi avant, Scrum est beaucoup axé sur des rencontres et des discussions synchrones où on est tous ensemble pour idéalement prendre des décisions. Là, on remet beaucoup ça en question. Est-ce que toutes ces discussions-là, il y a vraiment des prises de décision qui sont faites? Est-ce que ça a de la valeur de les avoir tous en personne puis asynchrone? Fait que ça revient un peu à ce que je disais, là, on est en train d'inventer un peu le processus de demain. Ouais. Puis la réalité, il y a 10-15 ans, quand Scrum est né, n'est peut-être pas la même de celle d'aujourd'hui. Fait qu'il faut remettre ça aussi en perspective. Comment traduire en fait tout ça dans un mode différent d'avant? Comment ces meetings-là peuvent être asynchrones? Comment ils peuvent avoir autant de valeur en étant asynchrone? Puis on peut peut-être, petite parenthèse, parler des daily. Là, le daily, souvent... Le fameux daily qui... malheureusement, peut devenir un status report là, où tout le monde part à tour de rôle de ce qu'il a fait. C'est clairement le meeting Scrum le moins bien compris, je pense, par expérience. C'est ça que le monde... Qui est très facile à galvauder et à transformer en bon, OK, je dois dire à quelqu'un, je me rapporte mon état de... C'est vrai, c'est tout le temps ça. Ça finit souvent par ça, en fait, puis à ce moment-là, ça a très peu de valeur, en fait. Puis ça, c'est un bon exemple de choses qui pourraient mieux se faire peut-être de façon asynchrone. Ouais. En se rapprochant plus de la philosophie originale du daily. L'objectif à la base du daily, c'est de faire le plan d'action pour la journée. Le but, c'est comme justement qu'on s'entende sur une façon de livrer. Si tout le monde est en train de faire son rapport et n'écoute pas trop ce que les autres disent, elle perd la valeur de ça. Puis je pense qu'on a toujours voulu agir là-dessus, mais je veux pas la pandémie puis le fait qu'on travaille un peu tout de façon distribuée, puis ça renforce ça aussi parce qu'on a eu plus besoin finalement d'avoir un statut de ce que les autres font, parce qu'on ne travaille pas nécessairement dans le même. D'être live, tout le monde ensemble, un après-midi, on travaille, j'aime que le lendemain, qu'est-ce que tu as fait? On sait qu'est-ce que tu as fait, tu nous as fait de vie, on parlait de brainstorming avec d'autres monde. Là. Exact. C'est la preuve qu'il faut remettre en question. C'est possiblement que le monde, en fait, ressent plus le besoin aussi de rapporter ce qu'ils ont fait, vu qu'ils étaient tout seuls chez eux. Donner plus de visibilité. Ou parce qu'ils veulent être sûrs que le monde ne pense pas qu'ils travaillent pas. Non, j'avoue. Moi, je pense qu'il y a peu de ça, là. Oui, j'ai fait des choses à garder. Comme une fierté. Ouais, plus individuelle quand le but, c'est d'avoir une cohésion d'équipe. Puis ça retouche un peu, comme là, tu me disais, comment ça scale ça? Comment on fait pour, mettons, quand tu as des grosses équipes, tu as plusieurs équipes, de s'assurer que tout le monde soit au courant de la vision, mais sans nécessairement dépasser énormément de temps pour s'y rallier. Fait qu'encore là, la solution unique, je ne l'ai pas, mais je pense qu'il faut que l'information soit simple, soit accessible. C'est que quelqu'un, un membre de l'équipe qui a envie de participer à une review avec le client pour voir ce que ça donne, qui a la possibilité de s'y inviter, s'y joindre. S'il est intéressé à voir c'est quoi la roadmap produit, puis c'est quoi les étapes, puis les KPI qu'on track dans la prochaine année, mais qu'il y a un endroit pour le voir facilement. C'est de
que l'information soit transparente puis que ça soit accessible. Plus en mode, tu dois être dans ce meeting-là à toutes les semaines parce qu'une fois sur 4, il y a quelque chose qui m'intéresse. C'est ça, exact. C'est plus de rendre l'information disponible que d'aller la chercher. Qu'elle fait quelque part. Puis ça revient aussi pour améliorer un peu les daily. Tu sais, que les devs, finalement, soyez transparents, mettez de la visibilité sur le travail que vous faites. Comme ça, vous ne serez pas obligé de l'expliquer le matin durant le daily. Exactement. Ouais. C'est vrai. Tout le monde devrait un peu le savoir. Puis après ça, tu es plus en optique. On a-tu un problème à régler? Puis si on n'en a pas, peut-être qu'on n'est pas obligé de se parler aujourd'hui. Et aussi, il y a d'autres interactions qui vont. Le plan est clair pour tout le monde. Le meeting sert à planifier la journée et pas tant personnel aujourd'hui, peut-être demain. Et aussi, un des points du daily, c'est de remonter les bloquants. Il en parle souvent. Sauf que là, rendu là, je pense que l'équipe doit avoir l'ownership de relever les bloquants à tout moment. C'est pas vrai qu'il faut attendre le daily pour relever les bloquants. Fait que si l'équipe se met à avoir l'habitude de relever les bloquants quand ils arrivent, mais ça devient encore moins pertinent d'avoir ce meeting-là. Même chose. Puis tu parles de ça, j'ai même une idée pour la rétrospective aussi. On veut l'avoir régulièrement pour un peu comme s'assurer que une discussion ait lieu. Mais souvent, quand il y a un problème, on va en parler à rétro. C'est comme non, on va en parler maintenant. On va le régler. C'est ça, on va le régler maintenant. Puis on va aller à Ouais, effectivement. C'est ça, quand on voit un comportement comme ça, et plus en mode, je follow le processus et non, je follow les principes. Ouais. Les principes, faire remonter les bloquants, c'est 100% du temps. Le daily devrait être là pour faciliter ça, pour que ce soit explicite. OK, tout le monde, il y a tous des bloquants, mais le bloquant qui arrive 6 heures avant, t'es supposé pouvoir le dire. C'est ça le principe. Puis, dernière fois qu'on va parler, c'est le côté implication, justement, de la personne qui fait Scrum Master. J'ai déjà entendu cette phrase-là, qui dit que le rôle du ou de la Scrum Master, c'est au plus le projet avance, plus devrait se retirer, être un peu invisible, de contribuer, mais ultimement, c'est l'équipe qui va le projet avance, puis l'équipe est formée. Souvent, on peut aider à mettre en place ce processus, à former l'équipe, puis soutenir un peu l'amélioration. C'est peut-être moins le cas parce que nous, il y a le côté charge de projet. Charge de projet agile plus que juste pur Scrum Master, mettons. Mais encore là, même pour la charge de projet, des fois, ça peut être juste d'être présent dans une rencontre hebdo avec un client pour s'assurer que l'information de suivi remonte. Puis des fois, ça peut être de participer à d'autres activités pour aider l'équipe plus à s'organiser. Puis moi, ça revient un peu aussi aux développeurs. Là. Moi, j'invite beaucoup les développeurs à le dire, là, à la fixer un peu leurs limites, là, où est-ce qu'eux, ils veulent avoir leur mot à dire, puis ils font comme, j'ai pas besoin nécessairement de toi dans toutes ces activités-là, puis ces rencontres, on sait comment le faire. Puis, le but un peu, que ce soit de l'agiliste ou du Scrum Master, puis la personne qui va un peu coacher les individus et les équipes à avoir des bonnes pratiques, c'est s'assurer que les gens comprennent le concept, comprennent la valeur des activités, c'est quoi l'output attendu. Puis après ça, qu'on soit là ou qu'on soit pas là, moi, dans le meilleur des mondes, j'aime mieux que les gens viennent me demander de l'aide. Puis je fais comme, ma rétro tire un peu de la patte, on la gère en tant qu'équipe, on aurait besoin de ton aide pour un peu avoir d'autres idées, ou on a de la misère avec nos estimations, on veut donner des meilleurs forecasts aux clients, puis peut-être plus bonifier cette aide-là. Fait que c'est plus dans cette optique-là, d'être plus en la charge de projet, puis c'est aussi un peu des changements qu'on a parlé dans l'équipe, là, de renommer un peu notre rôle, puis parler plus de charge de projet agile. Parce qu'il y a un côté qui est comme obligatoire, on doit le faire. Là. On livre quelque chose au client, on doit faire le suivi, puis ne serait-ce que parce qu'on s'engage à ça de façon contractuelle. On envoie des rapports de suivi. Fait que ça, c'est comme le côté obligatoire. Puis après ça, selon la formation des équipes, la grosseur des équipes, la maturité des équipes ou du client, des fois aussi, je veux dire, le skill set puis la maturité aussi de l'équipe de développement. Des fois, on peut beaucoup aider des gens à démarrer. Là. Moi, je continue à penser que si demain matin, on doit partir d'un nouveau projet ou plus en mode start-up, Scrum, c'est un très bon point de départ. Il y a des rôles définis, des activités définies, commencer à faire ça, mais surtout l'important, c'est de le faire évoluer. Puis après ça, d'apprendre de ça, puis de tweaker petit peu par petit peu. Fait que d'être plus en support, justement, pour que les gens puissent définir bien leur processus, puis comprendre ce qui marche pour eux, puis moins bien pour eux, en gardant un vocabulaire assez commun pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Parce que c'est ça souvent, c'est comme quand on parle de story points, de Scrum Master, c'est des termes un peu... je dirais pas loufoque, là, mais c'est ésotérique, le client, le management comprend difficilement. Facile d'embaucher chacun, ça dépend des profils. Oui, puis là, mauvaise attente, puis déception. Exact. Fait que notre rôle, c'est beaucoup d'essayer de s'entendre sur un vocabulaire commun, puis de simplifier aussi, là, puis que tout le monde comprenne un peu la même chose. Dans un monde idéal, le Scrum Master, ça ne veut plus rien. Si l'équipe était 100% autonome de ces choses, mais dans les faits, ça arrive. Puis il n'y aurait plus d'action Scrum Master. Fait que, mettons, chargé de projet agile,
Mettons, la version longue, ça serait changer de projet qui supporte l'équipe dans ses processus agiles. Puis même souvent, puis pour avoir navigué dans ce monde-là, puis avoir fait le rôle de Scrum Master depuis longtemps, l'industrie aussi se remet en question, là, comment on fait évoluer les Scrum Masters, comment quelqu'un qui a un Scrum Master qui a 5, 10 ans, 15 ans d'expérience, comment il évolue dans sa pratique. Puis il y a différentes, dans le fond, zones de coaching, puis un peu ce qu'on dit maintenant, de plus en plus, c'est que dans le fond, l'objectif de base, c'est de s'assurer que l'équipe de réalisation fonctionne bien, comprenne bien ses processus. Après ça, est-ce que le client, est-ce qu'il a besoin d'aide? Est-ce que lui aussi comprend bien l'approche produit? Est-ce que l'organisation, notre organisation, nous, Mirego, ou le client aussi a besoin d'aide pour justement plus adopter cette agilité-là ou comprendre ces principes-là? Fait que après ça, c'est de voir où est-ce qu'on peut aider, puis où est-ce qu'on peut amener finalement cette expérience-là, puis ce gros bon sens-là. En terminant, messieurs, si je vous demande à moyen terme, c'est quoi le prochain step, la prochaine étape dans l'évolution de nos processus agiles? Côté développement, je dirais que l'objectif, c'est d'essayer de rendre plus extrême, en fait, le rapetissement de notre loop de mise en production, en fait. L'idée, c'est que comment on fait pour avoir tout le temps un produit livrable et que quand le client nous demande une nouvelle feature, comment on fait pour l'avoir le plus vite possible entre les mains du end-user, tout en gardant un code base qui est fonctionnel et qui n'est pas brisé. Et que c'est ça. Parce qu'en minimalisant le risque, là. En minimisant le risque, c'est ça. Est-ce que quand je me mets de quoi en prod, est-ce que j'ai peur que ça va briser quelque chose parce que j'ai rajouté un petit truc ou pas? C'est vélocité, qualité en même temps. On garde la qualité, mais on augmente la vélocité pour ça. C'est ça, exact. On sort du carcan de la livraison à chaque 2 semaines ou mois. Puis comment on fait pour pouvoir livrer toute date, en fait, avec un niveau de confiance élevé? Puis à la limite, je pense que c'est ça, souvent, nous, de notre côté, peut-être plus au niveau justement de la charge de projet, puis de traduire ça au client, mais il faut qu'on fasse faire comprendre au client la valeur qu'il y a de rattacher à ça, là, d'investir des fois une portion de son budget à la mise en place d'outils automatisés, d'outils qui nous permettent des fois de faire du A/B testing, où on parlait de toggler on-off des features en production. Souvent, il y a un coût associé à ça. Je pense que nous, où on doit aller, puis on doit travailler un peu notre narratif, c'est de faire comprendre la valeur qu'il y a au client, là, puis de montrer par l'exemple rapidement. Que ça n'amène pas de la valeur au produit final, mais ça amène de la valeur à comment on va le bâtir, puis ultimement, de la valeur au produit. Puis il y en a beaucoup de clients, je pense, qui connaissent mal, justement, là, l'utilisation de leurs produits, puis leur faire comprendre que, oui, intéresse-toi à ça, mais justement, plonge-toi plus un peu dans les analytiques, mesure plus tes KPI, puis après ça, nous, on va te faire comprendre la valeur, rétrécir aussi cette feedback loop-là. Cool. Parce que, si nous, les équipes de développement, on est prêts à livrer à chaque semaine, puis notre client continue à livrer à chaque 2-3 mois, on va perdre un petit peu cet avantage. Il faut que les deux traits regardent en même temps. Moi, je joue à vitesse plus lent. Merci beaucoup, messieurs. Super intéressant comme discussion. À la prochaine. Merci d'avoir été là pour cet épisode de Mirego DevTalks. Vous pouvez en apprendre plus sur Mirego, notre expertise, nos projets et nos postes disponibles en visitant notre site web au mirego.com. On vous invite aussi à poursuivre la conversation sur Twitter avec le hashtag Mirego DevTalks. N'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires ou si vous voulez interagir avec l'équipe de Mirego. Continuez à nous suivre et à partager les épisodes sur votre plateforme de podcast préférée et au plaisir de se retrouver au prochain épisode.